bienvenue à toutes et tous pour ce webinaire sur les résultats de la surveillance SPIADI pour la Normandie. Et un grand merci à la mission SPIADI avec Mathilde Farison, Anne-Sophie Valentin et puis Nathalie Van der Mey qui, j'ai presque envie de dire comme tous les ans, parce que c'est régulier maintenant, répondent présentes pour faire un focus sur les résultats pour la Normandie et on l'espère pour essayer de booster la participation puisque c'est par votre participation que ça permet d'alimenter les données qui vous sont présentées. Donc je vais laisser la parole aux personnes de la mission SPIADI. Juste une petite précision, donc la présente session est enregistrée puisque un certain nombre d'entre vous, dont certains d'ailleurs ne sont probablement pas présents ce jour, nous ont précisé que l'horaire était pas facile pour eux et donc un replay était demandé d'une part, et d'autre part, en ce qui concerne l'organisation elle-même de cette session, donc il y aura les présentations par la mission SPIADI, et puis ensuite on va faire sous forme de questions-réponses. Donc je vais regarder dans le chat et puis je vais noter les questions. Et puis donc après les présentations, ça sera la session questions-réponses avec les personnes de la mission nationale. Voilà, merci. Et puis Josiane doit faire attention pour que tous les micros soient coupés de façon à ce qu'il n'y ait pas d'interférence. Voilà, merci. Je ferme mon micro pour laisser maintenant la main à la mission SPIADI. C'est ça. Bonjour, bonjour à tous. On est trois, on est ravis d'être avec vous. On va se présenter. Alors bonjour, Mathilde Farison, je suis infirmière hygiéniste à la mission SPIADI. Bonjour, moi c'est Anne-Sophie Valentin, praticien. Nathalie Van der Mey, donc responsable SPIADI. Donc on est là pour essayer de faire une synthèse en fait des faits marquants 2025 en région normande, donc chez vous. On va essayer de vous montrer le plus de choses possible. Bien sûr la surveillance, mais aussi les évaluations pratiques pour compléter. Et puis ensuite, on terminera dans la dernière partie par la présentation du programme. Alors pas dans les détails, mais ces grands traits, et puis pour les relier aux résultats justement de l'année qui vient de passer. Donc on va commencer par la surveillance. Donc comme l'a dit France, on sera très content d'avoir vos questions à la suite de la présentation des résultats. Donc on va commencer donc par les données de surveillance. Alors, comme vous savez, les données de surveillance, elles reposent sur la participation des établissements de santé. Alors, cette participation pour le programme, la campagne 2025, elle est schématisée sur cette figure. Donc, à gauche, c'est tous les établissements participants. Donc, vous voyez qu'il y en a 28 dans votre région. Et à droite, ce sont les établissements prioritaires. Donc, en fait, parmi les participants, ceux qui sont CHU, CH, CLCC, hôpitaux des armées, cliniques privées de court séjour ou établissements spécialisés pour la dialyse. Donc, vous voyez que vous en avez 26. Et lorsque l'on compare ce chiffre de participation au nombre d'entités juridiques attendues dans votre région, eh bien, on arrive à un taux de 41% de participation des établissements prioritaires dans votre région, ce qui est très bien et qui est un petit peu au-dessus de la moyenne nationale. Et c'est particulièrement stable depuis 2023 dans votre région. Donc voilà pour la participation. Alors ensuite, pour ce qui est des résultats de la surveillance, donc vous savez que dans le programme de la stratégie nationale 2022-2027, il a été décidé par le ministère de demander à chaque mission de produire des indicateurs qui permettent donc un suivi, un pilotage des résultats. Alors, jusqu'à présent, les indicateurs pour la surveillance nationale sont au nombre de 6. Il y en a 5 qui concernent les bactériémies, donc l'incidence des bactériémies liées
aux cathéters centraux. Et il y en a un qui concerne les cathéters veineux périphériques courts. Donc, vous avez sur ce tableau les résultats de ces indicateurs pour 2025. Alors, en première ligne, alors on va commencer par les colonnes. Donc, quand on part sur la gauche, on a l'indicateur qui est dédié à la réanimation, qui est donc le taux d'incidence des bactériémies liées à cathéters centraux, donc CVC, PIC et cathéters de dialyse tous ensemble, rapporté à 1000 journées cathéter. C'est la première colonne, donc réanimation. Ensuite, vous avez les 4 colonnes suivantes, hématologie, cancérologie, médecine et chirurgie, qui donc, pour ces disciplines-là, l'indicateur correspond à l'incidence des bactériémies liées aux cathéters centraux rapportées à 1000 journées d'hospitalisation complète. Et là, aux cathéters centraux, on rajoute les CCI. Et puis, donc, complètement à droite, vous avez la colonne qui concerne le taux d'incidence des bactériémies liées à un CVP court rapporté à 1000 journées d'hospice complète. Vous avez les cibles nationales qui ont été donc décidées en fonction des chiffres, des taux obtenus dans les campagnes SPIADI pendant les premières années. Il faut savoir que de façon arbitraire, elles ont été décidées pour être de telle sorte que 75% des services participants étaient dans la cible, c'est-à-dire avaient un taux d'incidence qui était inférieur ou égal à la cible. Donc ça nous a permis de... Alors c'est arbitraire, mais c'est comme ça. On n'a pas trouvé mieux. Donc vous voyez, la cible, elle est de 1 bactériémie liée à un cathéter central rapporté à 1000 journées cathéter en réanimation, de 2 bactériémies rapportées à 1000 journées d'hospitalisation en hémato et en cancéro, de 0,1 en médecine et en chirurgie, et de 0,1 bactériémies liées à un CVP court rapporté à 1000 journées dans tous les services de l'établissement pour donc les CVP courts. Donc, vous avez à la fois les chiffres nationaux, donc quand ils sont couverts de orange, ça veut dire que les chiffres sont au-dessus de la cible. Donc, on voit que les données nationales montrent des indicateurs en dessous de la cible pour la réanimation, l'hémato, la cancéro et pour les bactériémies liées à un CVP. Et à l'inverse, au-dessus de la cible pour les services de médecine et de chirurgie, pour les bactériémies liées à un cathéter veineux central. Et en dessous, vous avez les résultats pour les régions. Donc, Normandie, vous voyez que vous êtes dans la cible à la fois en réanimation, avec une incidence moyenne pondérée pour la région de 0,515, à la cible pour l'hémato, puisqu'on est à 2,004, en dessous de la cible, pareil, en cancérologie. Et par contre, vous êtes comme au niveau national, au-dessus de la cible pour les services de médecine, 0,115, et surtout pour les services de chirurgie, 0,212. Et puis pour ce qui concerne les bactériémies liées à un CVP, vous êtes en dessous de la cible à 0,026. Il faut savoir que pour les bactériémies liées au CVP, quand on n'est pas dans la cible, ça veut dire qu'on a eu au moins une bactériémie liée à un CVP pendant les 3 mois de surveillance. Donc globalement, des résultats similaires aux résultats nationaux. Alors, il y a une petite particularité dans votre région. On l'avait vu très tôt et c'est vrai qu'on l'avait dit pendant les années précédentes quand on avait présenté les résultats. Vous avez été les premiers en fait à avoir une augmentation du taux d'incidence des bactériémies liées à un PIC line dans les services de chirurgie en particulier. Vous étiez avec une incidence, vous voyez, en 2024 à 0,238, qui est largement au-dessus de la cible. Eh bien, on voit que ça diminue fortement. Alors, ce n'est pas significatif sur la période de 2020-2025, mais enfin, on verra en 2026 si vous revenez à une valeur plus proche des valeurs nationales. Vous avez le graphe des valeurs nationales à droite, où on voit qu'il y a eu effectivement, comme en Normandie, une augmentation au niveau national de l'incidence des bactériémies liées à un PIC line. Ça avait été une alerte et ça avait été
en lien avec une utilisation préférentielle des pipelines à la place des CVC. Et puis finalement, ça s'est stabilisé au niveau national. Bon, ben, vous êtes certainement dans cette même dynamique. Donc, on y reviendra tout à l'heure, mais il y a eu un gros travail de fait avec le groupe qu'a piloté Mathilde, le groupe patient partenaire particulier l'an passé, qui va continuer un petit peu et puis surtout aboutir cette année. On y reviendra un petit peu, mais c'était l'occasion de le rappeler puisque c'est un outil pédagogique qui a été élaboré à destination des porteurs de pipeline, justement. Donc, il pourra certainement être encore utilisé bien, en particulier dans votre région. Alors, comme vous savez, les indicateurs de la stratégie nationale 2022-2027, ils ne couvrent pour les cathéters centraux, d'abord, ils ne couvrent que les cathéters centraux et les cathéters veineux périphériques courts, donc ils ne couvraient pas les midlines. Et puis, ils ne couvraient qu'une certaine partie des services, en fait, hein, et que le secteur adulte. Donc, pour pallier à ça, c'est le groupe Success Piadi qui a été piloté par Anne-Sophie en 2025 qui a mis en évidence qu'il y avait un besoin exprimé par les hygiénistes d'avoir des indicateurs qui aient un plus grand spectre, qu'on puisse en avoir dans plus de disciplines et qu'on puisse avoir aussi tous les cathéters, en particulier les midlines. Alors, je ne les ai pas tous mis sur ce tableau parce qu'il y en a beaucoup, mais les principaux sont sur ce tableau-là. Donc là, vous avez de gauche à droite, d'abord pour la réanimation, un indicateur qui permet aux services de réanimation qui ne font pas de surveillance patient-based ou qui ne mesurent pas l'exposition au cathéter des patients, donc c'est avec Expadi. Donc, en résumé, des services de réanimation qui font la surveillance mais avec Bactadi, ça leur permet d'avoir quand même un taux d'incidence des bactériémies liées aux cathéters centraux, mais là, rapporté à 1000 journées. Donc ça, c'est la première colonne. Ensuite, vous avez les indicateurs qui se rapportent aux bactériémies liées au midline, donc en hémato, en cancéro, en médecine et en chirurgie, donc rapportés à 1000 journées d'hospitalisation avec une cible à 0,1. Ensuite, ça va être une demande des néphrologues. Vous avez de l'incidence des bactériémies liées à un site d'accès vasculaire pour la dialyse, donc cathéter de dialyse fistule, rapporté à 1000 séances avec une cible à 0,2, avec une séparation des services lourds HDC et les services de dialyse médicalisée, UDM, avec donc la cible de 0,2. Et puis ensuite, enfin, donc les deux dernières colonnes à droite, ce sont les taux d'incidence des bactériémies liées au CVP court, mais là, non pas pris à l'échelle de l'établissement, qui est une échelle qui est très très grande et qui couvre en fait des grandes disparités, mais qui est restreinte à des services dans lesquels en fait ces bactériémies sont les plus fréquentes, ce qui sont les services de médecine et les services de chirurgie. Donc là, au niveau de la première ligne, vous avez les résultats de l'ensemble du pays. Donc globalement, vous voyez que les taux d'incidence sont à la cible. Alors, ils ont toujours de la même façon été calculés pareil, les cibles, je vous ai expliqué tout à l'heure, sauf en hémato, où ils sont un petit peu au-dessus de la cible. Et puis ensuite, vous avez les résultats pour votre région. Donc là, il y a une petite particularité. Alors, vous reprenez la ligne Normandie. Donc, on voit que pour les services de réanimation, on est largement dans la cible. En hémato, eh bien, on est comme au niveau national, un petit peu au-dessus. Ensuite, en cancéro... oui, quand j'étais, par exemple, là sur Teams, je suis censé voir la présentation. Alors ensuite, c'est ça. Au niveau de la dialyse, vous voyez la particularité. Donc là, vous avez 4 services de centres lourds qui ont participé. Et il y a un taux d'incidence donc des bactériémies liées à un site d'accès vasculaire pour la dialyse à 0,252, donc qui est au-dessus de la cible. Et voilà, c'est peut-être une particularité pour votre région. Vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de régions où les chiffres sont au-dessus de la cible. En même temps, il faut faire attention, il n'y a pas une grande robustesse mais quand même, vous êtes un petit peu au-dessus avec vos 4 services.
Voilà. Et par contre, en ce qui concerne les CVC, eh bien, vous voyez, vous êtes presque à la cible pour les services de médecine, avec un taux à 0,092, avec une participation de 17 établissements qui ont au moins un service de médecine participant, et 0,018 pour les services de chirurgie. Donc, globalement, aussi encore des résultats assez semblables au niveau national, avec peut-être une petite particularité pour la dialyse pour les centres à surveiller. Alors, ce qui a été intéressant, alors au niveau national, quand on regarde l'évolution, donc là, on ne va pas présenter tous les résultats évolutifs, vous les aurez dans le rapport. Ce qu'il faut savoir finalement, c'est que globalement, l'effet Covid étant maintenant résolu en réanimation, et l'effet Pickline étant un petit peu stabilisé, en fait, il n'y a qu'une chose qui change vraiment, c'est la progression de l'incidence des bactériémies liées à un midline. Alors, donc là, vous avez les graphes pour les services de médecine. C'est là où c'est le plus marqué, hein, c'est vraiment là où, bon, c'est là aussi où il y a beaucoup, beaucoup de participation, mais c'est là où les choses sont les plus franches, même si maintenant c'est élargi à beaucoup plus de types de disciplines. Vous avez à droite les résultats pour l'ensemble du pays, donc avec là une montée très significative, hein, on passe de 0,005 en 2020 à 0,037, hein, et vous voyez qu'on est maintenant à 11% des services qui sont au-dessus de la cible SPIADI, hein, de 0,1 pour rapporter à une journée complète. Et vous voyez tous ces petits points qui sont au-dessus, hein, de la ligne rouge en pointillé, là, qui montre la cible. Donc, on a cette évolution assez constante qui, vraisemblablement, est liée à une augmentation en croissance des dispositifs, mais bon, on n'en est encore pas sûr. Vous, dans votre région, donc c'est le graphe de gauche, cette augmentation, finalement, elle est similaire puisqu'on est à 0,031, donc on est presque au même taux qu'au niveau national, mais on voit que finalement, vous avez été plus fluctuant et c'est moins net. Il y a quand même une augmentation depuis 2020, mais c'est un tout petit peu moins net, mais néanmoins, c'est quand même très, très similaire. Pour la chirurgie, pour les services de chirurgie, là encore, donc à droite, l'ensemble du pays et à gauche, la région normande. Et vous voyez que là, pour le coup, c'est très très proche. Donc au niveau national, on a un taux qui est multiplié par 10, hein, depuis 2020, avec là encore, vous voyez tous ces petits points, hein, qui sont dans la zone rouge, qui montrent des établissements qui sont largement, pour certains, au-dessus de la cible. Et puis dans votre région, là, on a donc 14 établissements qui ont participé, donc qui sont des établissements qui ont participé pour au moins un service de chirurgie. On a une incidence qui n'est pas encore à la cible, hein, on est encore à 0,05, mais néanmoins, on monte bien quand même. Et là, pour le coup, c'est significatif. Vous voyez, on est presque au seuil de significativité, mais on est quand même dedans. On est à 0,4. Donc, ce qu'on peut dire, c'est vraisemblablement que cette augmentation de l'incidence des bactériémies liées à un midline, eh bien, elle vous concerne comme elle concerne tout le reste du pays. Et en particulier dans les services de médecine chirurgie. Alors, j'ai remis des diapos que vous connaissez peut-être déjà, mais histoire de vraiment foncer le clou. Qu'est-ce que c'est que ces bactériémies liées à un midline? Ça concerne essentiellement des midlines. Donc déjà, vous voyez ici, sur le graphe de droite, c'est donc l'augmentation en nombre au niveau national des bactériémies liées à un cathéter veineux périphérique, hein. Donc il y a bien deux types de cathéters veineux périphériques. En grande partie, vous voyez le donuts à gauche, c'est des CVP courts, mais quand on poule les 6 années nationales, on est quand même à 25% de bactériémies liées au midline. Et ce qu'on voit sur l'histogramme de droite, c'est que l'augmentation que l'on observe du nombre des bactériémies liées à un cathéter veineux périphérique, c'est lié à l'augmentation des bactériémies liées au midline. Il y en avait 42 en 2020, il y en a 235 en 2025 dans la campagne de 3 mois au niveau national. Donc, cette augmentation qu'on voit dans l'incidence, elle explique l'augmentation du nombre des bactériémies liées au cathéter veineux périphérique. Et quand on regarde un petit peu plus près ces bactériémies liées à un midline,
Et bien, ce que l'on voit, c'est donc à gauche, c'est qu'il s'agit essentiellement de bactériémies liées à un midline avec prolongateur intégré. Donc, c'est bien les midlines de longue durée finalement, hein. C'est les cathéters veineux-périphériques de moyenne durée, mais dans les midlines, dans la famille midline, c'est celles qui vont jusqu'à à une utilisation prévue jusqu'à 1 mois. Et donc, c'est celles-là que l'on retrouve dans les bactériémies bio-midline. Où est-ce qu'elles sont acquises, ces bactériémies? Ben, les données nationales sont sans bavure, hein. On voit que dans 95% des cas, elles sont acquises dans un établissement de santé. Donc, c'est bien essentiellement un problème nosocomial. On est un peu en dessous. C'est pas du tout le cas des pitlines, hein, pour lesquels il y a une bonne part des bactériémies qui peuvent être liées à des soins prodigués à domicile ou en ville. Là, pour les midlines, on est encore vraiment dans le nosocomial, hein. Du nosocomial, vous avez le domicile, là c'est en orange, on est à 3, presque 4%, on est encore vraiment largement en dessous. Bon, il faut surveiller, hein, bien sûr, mais c'est encore vraiment du nosocomial. Donc on reviendra tout à l'heure, Anne-Sophie représentera rapidement l'étude SPY4, mais c'est vrai qu'on espère votre participation cette année parce que cette étude, elle a vraiment pour objet d'essayer de comprendre mieux cette augmentation de l'incidence des bactériémies bio-midline. Peut-être qu'il ne s'agit que d'une augmentation de l'utilisation de ces dispositifs, et c'est possible, mais peut-être qu'il y a, du fait peut-être d'une augmentation de cette utilisation, eh bien, quand même des problèmes qui se greffent. Et donc, c'est ce que SPY4 va essayer, c'est ce à quoi SPY4 va essayer de répondre. Et encore une fois, on espère que vous serez bien nombreux à participer. On va y revenir tout à l'heure. Donc maintenant, on va passer aux évaluations pratiques. Alors, donc pour les évaluations pratiques, comme pour la surveillance tout à l'heure, là, vous avez une carte de la participation au programme, donc au programme Observacat en 2025. À gauche, vous avez les établissements participants et à droite, les établissements prioritaires. Donc en région Normandie, 33% des établissements prioritaires ont participé au programme Observacat en 2025. Donc, c'est un bon niveau de participation. Ici, vous avez les résultats des indicateurs de la stratégie nationale 2022-2027, donc pour 2025, selon les régions. Donc, 3 indicateurs sont proposés pour les observations pratiques. Le premier concerne la pose d'un cathéter veineux central. Donc là, on voit que dans votre région en Normandie, comme dans la plupart des régions, on n'a pas de résultats car il y a peu d'observations de réaliser. Donc, on vous encourage à aller voir les pratiques de pose des cathéters centraux. Ensuite, il y a la pose d'un cathéter veineux périphérique court. Et le troisième, c'est les manipulations proximales d'une ligne d'un cathéter veineux central. Donc, c'est peut-être là-dessus le point de priorité à voir. C'est concernant les manipulations des connectiques qui, on voit, est un petit peu en dessous du niveau national. Alors, donc ensuite, on va voir les résultats des indicateurs de la stratégie nationale. Donc là, pour voir l'évolution, on va regarder les résultats, mais au niveau national. Alors, on a l'impression quelquefois que ça bouge pas trop, mais finalement, quelquefois, il y a un élément qui bouge. Et pour vous montrer là, au niveau des indicateurs, de l'indicateur de la pose d'un cathéter veineux central, il y a 3 taux de conformité. On va regarder l'hygiène de l'opérateur, donc avec sa tenue, et l'hygiène des mains. L'hygiène du patient, avec également sa tenue, et toute la préparation cutanée. Et quand on regarde l'évolution, les résultats, le taux de conformité progresse essentiellement pour l'hygiène de l'opérateur avec une amélioration du port de la casaque stérile. Donc ça, c'est une amélioration qui est significative.
de la coiffe également et de l'hygiène des mains. Pour l'hygiène du patient, il y a aussi une amélioration de la propreté de la tenue. Donc, le taux de conformité est de 85%. Oui, et la préparation cutanée, donc là, on voit qu'il y a une belle progression. Et cette progression, elle est notamment due à l'utilisation de la chlorhexidine alcoolique à 2% qui augmente. Alors, juste pour rappeler que la cible, c'est 80%, hein. Donc, bon, vous voyez qu'on s'en approche quand même, hein, pour la préparation cutanée. Et puis par rapport donc aux résultats dans votre région, en fait, c'est comme dans toutes les autres régions. Malheureusement, encore aujourd'hui, il n'y a pas suffisamment de données régionales chaque année pour que l'évolution puisse être regardée sans vraiment beaucoup de précautions. Donc, on les présente pas, on présente les choses poulées, mais il n'y a pas de raison globalement que ça soit différent dans votre région par rapport donc vous avez les résultats, on va dire, avec les indicateurs, vous avez les résultats de votre année. Donc ça vous permet de piloter euh, vos résultats, les derniers, les plus frais, on va dire, pour savoir vraiment, comme tout à l'heure a dit Mathilde, c'était les manipulations proximales des lignes de cathéter centraux qui pouvaient être certainement un point d'appel, puisqu'il y avait vraiment un chiffre de conformité nettement en dessous au niveau national. Après, pour l'évolution, il faut savoir que dès que vous allez faire des actions, ça va s'améliorer, et globalement, ça va s'améliorer lentement, mais sûrement, mais ça marche bien, ça, du coup, ça s'observe bien sur les résultats nationaux. Donc, le deuxième indicateur, concerne la pose d'un cathéter veineux périphérique court. Donc, il y a deux critères. L'hygiène de l'opérateur, donc pareil, avec une tenue propre et l'hygiène des mains, 2 frictions, et les gants stériles si le site d'insertion est repalpé après l'antisepsie. Donc, on voit vraiment que c'est plutôt stable. Et au niveau de la préparation cutanée, il y a une progression également. Donc, en conclusion de cette diapositive, c'est vrai que l'hygiène de l'opérateur, il y a une amélioration de l'hygiène des mains qui est quand même significative. Et la préparation cutanée, donc là, elle augmente également significativement, probablement avec l'augmentation de l'antiseptique qui est utilisé, donc l'antiseptique alcoolique majeur. Pour les catéchos, vraiment la difficulté qui fait que les taux restent bas pour l'hygiène de l'opérateur, c'est l'hygiène des mains. Et c'est aussi, alors l'hygiène des mains, donc la qualité de l'hygiène des mains augmente un peu. Alors on a du mal heureusement qu'il y a des statistiques pour nous montrer que c'est significatif, mais bon, ça augmente un peu. La chose qui augmente peu, c'est le fait de ne pas porter les gants stériles pour les cas où on repalpe après la phase d'antisepsie. Il faut savoir que pour une pose de cathéter veineux périphérique, vous voyez qu'il y a du chiffre, 14 504 sur les 6 années. Dans un tiers des cas, il y a une repalpation du site d'insertion juste avant la pose. Si des gants stériles ne sont pas portés, il y a 2 solutions. Soit la personne repalpe avec son doigt, or la friction, même bien faite, n'a pas enlevé autre chose que la flore transitoire. Donc on remet ces germes de la flore résidente sur le site d'insertion. Soit la personne porte des gants non stériles pour se protéger, et c'est très bien, mais là, pour le coup, elle met les germes qui sont sur les gants non stériles sur le site d'insertion. Donc, ces 2 pratiques ne sont pas conformes. Quand on doit repalper après la phase d'antisepsie, il faut absolument mettre des gants stériles. Et ça amène beaucoup de non-conformité et ça ne bouge pas. Donc, on va certainement faire un effort là-dessus, mais c'est vrai que c'est assez. Là, c'est quelque chose où on vous encourage à faire, à appuyer. Alors, pour les manipulations proximales de lignes associées à un cathéter veineux central, l'indicateur, il est composé de 3 taux. Le premier, l'hygiène de l'opérateur, donc avec la tenue propre, le masque chirurgical et l'hygiène des mains, donc la friction et le port de gants stériles. L'hygiène du patient, avec la tenue propre et le port du masque chirurgical.
et la préparation du site de branchement. Donc là, c'est la désinfection de la connectique avec des compresses stériles imprégnées d'alcool à 70% et la désinfection de la valve aussi avant son utilisation, également avec des compresses stériles imprégnées d'alcool à 70% et avec une technique donc, de friction pendant 15 secondes. Donc les taux de conformité progressent, on le voit pour l'hygiène de l'opérateur avec l'amélioration de l'hygiène des mains. La préparation du site de branchement du fait de l'amélioration de la désinfection de la connectique et notamment des valves. Et on voit malgré tout, on constate qu'il y a une augmentation de l'utilisation de l'alcool à 70%. Et par contre, à l'inverse, le taux de conformité du port de masque, il diminue significativement depuis 2020. Alors ça, c'est un problème. Alors c'est vraisemblablement lié, bien sûr, enfin, à l'arrêt de l'obligation du port du masque lié à la fin de la pandémie Covid. Mais pour le coup, donc on ne le voit pas bien dans les indicateurs, hein, parce que l'indicateur s'améliore, mais ça cache quand même une diminution du port du masque, que ce soit chez les patients ou chez les professionnels. Et on voit, quand on analyse les bactériémies, en particulier ici, c'est les bactériémies de l'air midline, mais en fait, il faut savoir que pour tous les cathéters centraux, ça va être la même chose. Quand on regarde la nature des germes que l'on retrouve dans les bactériémies aujourd'hui, eh bien, on est à 10% de bactériémies qui sont associées à un germe de la flore oropharyngée. Donc, ils sont soit transmis de façon directe, éventuellement par des professionnels ou patients qui parlent, soit par une phase passant par les doigts, hein, parce qu'on n'arrête pas de se toucher. Le port du masque doit vraiment être rappelé parce que on a vraiment une part là certainement très évitable qu'on pourrait faire diminuer assez facilement. Alors ici, on va passer donc aux résultats de certains indicateurs SPIADI. On vous propose de vous donner les résultats ici de 2 indicateurs concernant la pose d'un midline. Donc comme pour les cathéters centraux, il y a 3 taux, l'hygiène de l'opérateur, l'hygiène du patient et la préparation cutanée. Donc pour l'hygiène de l'opérateur, bon, c'est pas évident de voir, mais il y a une amélioration quand même de l'hygiène des mains, donc de la désinfection chirurgicale des mains par friction. Pour l'hygiène du patient, petit à petit, on voit qu'on se rapproche de la cible de 80%. Et pour la préparation cutanée, là aussi, il y a une augmentation. On voit un taux de conformité de 71% là, en 2025, et toujours qui est en lien avec l'augmentation de l'utilisation de la chlorhexidine alcoolique à 2%. Alors, par rapport au midline, on n'a pas choisi cet exemple par hasard. Là, c'est que, comme vous avez vu, que le problème des midlines, dont certaines sont assez précoces, donc là, il y avait une chose qu'on voulait vérifier avec les observations pratiques, c'était de savoir si les professionnels de santé, lorsqu'ils posent un midline avec prolongateur, ils appliquent ou pas les bonnes recos, c'est-à-dire les recos qui sont celles utilisées pour les cathéters centraux. Donc, on voit bien alors ça, c'est pas encore, on n'est pas à des taux de conformité fous, hein, pour l'hygiène de l'opérateur, mais néanmoins la Casaque stérile en particulier, elle est très bien appliquée. Donc vos observations, hein, nous ont permis de rayer l'hypothèse du fait que les professionnels fassent une erreur par rapport aux mesures à mettre en place pour la pose des midlines, hein. Ils appliquent bien les bonnes mesures qui sont attendues. Là où ça ne va pas, et c'est pour les cathéters centraux, c'est la même chose, c'est la DCMF, hein. La DCMF qui n'est pas présente le plus souvent, et qui est remplacée par une friction avant d'enfiler les gants stériles. Donc du coup, voilà, ces données, elles ont été très très importantes. C'est les premières données vraiment sur les midlines qui permettent de vraiment se rassurer quand même. Les professionnels appliquent bien les bonnes mesures, même s'ils les appliquent un petit peu quand même un ton en dessous de conformités qui sont observées pour les cathéters centraux.
Et voilà, donc ça permet de voir qu'on va certainement pouvoir augmenter encore bien ces taux dans les années à venir. Alors, un deuxième indicateur SPIADI qu'on vous propose, c'est pour la réfection d'un pansement de cathéter veineux central, donc avec 3 taux de conformité, l'hygiène de l'opérateur qui comprend la tenue propre, le masque chirurgical, la coiffe, la friction des mains et le port de gants stériles, l'hygiène du patient, donc avec le port d'un masque chirurgical, ou le visage tourné du côté opposé, ou encore le visage couvert par un champ stérile, et la préparation cutanée qui comprend le nettoyage de la peau, les compresses, l'utilisation de compresses stériles ou d'applicateurs stériles, le séchage spontané et l'utilisation d'un antiseptique alcoolique, la chlorhexidine 2%. Les taux de conformité progressent pour l'hygiène de l'opérateur, avec une augmentation du port de la coiffe, une amélioration malgré tout sur l'hygiène des mains. Concernant le patient, on voit que le taux est dans la cible de 80%. Et là, donc, il y a une petite augmentation du port du masque par le patient. Et pour la préparation cutanée, c'est l'amélioration du nettoyage de la peau et l'amélioration également du séchage spontané de l'antiseptique. On est quand même très très bas, hein, vous voyez, pour ce qui concerne la préparation cutanée, hein, on est vraiment 23% pour une cible à 80. Là, ce qui pêche énormément, c'est le nettoyage systématique de la peau. Alors ça s'améliore un peu, mais c'est encore quelque chose qui manque. Faut dire que les recommandations nationales sont pas complètement de dire qu'il faut le faire de façon systématique. Et c'est vrai que le groupe technique SPIADI a acté du fait que c'était vraiment nécessaire, sachant qu'en plus, dans les observations, on voit que même les pansements décollés et souillés ne sont pas suivis d'un nettoyage. Donc d'autant plus, le groupe technique s'est d'autant plus facilement positionné vers un nettoyage systématique pour essayer d'augmenter grandement cette part de nettoyage à chaque réfection de pansement. On est bien hors dialyse là, attention, hein, on est dans les pansements classiques de cathéter. Donc voilà, ces résultats. Et donc, pour conclure, c'est vrai que il nous semblait important de vous présenter 2 points vraiment de vigilance à privilégier lors de vos formations auprès des professionnels. C'est pour la réfection de pansement, le port de gants stériles qui a tendance à diminuer. Et pour les manipulations proximales de ligne, le masque chirurgical aussi, qui a vraiment tendance à baisser. Donc, on parle bien des midline chez l'adulte, les manipulations proximales. Et comme le disait Nathalie tout à l'heure, probablement en lien avec la Covid. Donc, attention, 2 points de vigilance. C'est vraiment des points pour lesquels il y a de l'évitabilité et qui sont certainement à même de faire peut-être inverser en partie les courbes d'augmentation de l'incidence des bactériémies liées au midline pour lesquelles on essaye de travailler évidemment. Alors maintenant, on va passer aux résultats de l'état des lieux du rinçage pulsé. Oui, puisque en 2025, on vous a proposé pour la première fois de faire des observations pratiques du rinçage pulsé, notamment au cours des manipulations des lignes associées au cathéter. Donc, on va vous présenter ces premiers résultats. Et tout d'abord, la première question, c'est de savoir si il y a bien un rinçage, alors qu'il soit réalisé avec ou sans poussée successive, mais qu'il y ait bien eu un rinçage à la seringue de réaliser selon les recommandations pour les cathéters centraux utilisés en discontinu. Donc, vous avez ici sur ce tableau les résultats sur les premières colonnes à gauche, c'est les résultats nationaux et on vous a mis les résultats à droite pour votre région.
Donc attention, pour votre région, vous voyez que le nombre d'observations est relativement faible pour cette première audit, premier état des lieux. Donc ils seront à conforter au cours du temps avec les années suivantes pour avoir plus d'effectifs. Néanmoins, on peut quand même se dire qu'ils sont quand même dans la même lignée que les résultats nationaux. Donc, si on regarde, les professionnels réalisent bien un rinçage avant le branchement d'une ligne associée à un cathéter central. Ça, c'est très bien. Plus de 9 cas sur 10, ce rinçage est réalisé. Il est également réalisé dans la majorité des cas avant le retrait d'une aiguille sur chambre implantée. Il est réalisé également dans la majorité des cas après le débranchement d'une ligne et après la pose d'aiguille sur CCI. Là où on voit que le rinçage est moins systématiquement réalisé, c'est avant et après une injection et avant et après un prélèvement sanguin. Donc, dans ces deux situations, eh bien, le rinçage qui est recommandé eh bien, est réalisé, vous voyez, dans 2/3 des cas ou 3/4 des cas selon le moment où il est attendu. Si maintenant on regarde la même chose, mais pour les manipulations des lignes associées à un cathéter veineux périphérique, que ce soit les CVP courts ou les midline, eh bien, on voit que là, le rinçage qui est attendu, eh bien, il est il est réalisé moins fréquemment que pour les cathéters centraux, déjà, en premier lieu, et ensuite, il est significativement plus souvent réalisé après la manipulation plutôt qu'avant les manipulations. Donc, vous voyez, par exemple, dans 3/4 des cas, le professionnel réalise un rinçage après le débranchement, alors que pour les branchements, avant de réaliser un branchement, le professionnel réalise le rinçage que dans 1 cas sur 2. Pour les injections ou les prélèvements sanguins, là encore, le rinçage avant ou après, pour les cathéters veineux périphériques, eh bien, il est également moins bien réalisé. Juste pour vous dire également qu'on a, au cours de cette audit, les rinçages réalisés pour les cathéters qui sont utilisés en continu ont également été observés. Néanmoins, la grille que l'on vous a proposée ne permettait pas d'évaluer totalement la conformité, notamment pour les injections et les perfusions de médicaments, puisque la recommandation indique qu'il faut réaliser ce rinçage dans la mesure du possible. Et donc, nous, on ne vous demandait pas au cours de cet audit quel était le produit injecté et la manipulation qui était réalisée. Donc, on a amélioré ça dans la fiche d'audit en 2026 et donc on pourra mieux analyser ce rinçage au cours des manipulations continues en 2026. On vous demandait également d'observer la technique de ce rinçage, c'est-à-dire est-ce que donc le professionnel réalisait bien un rinçage par poussée successive, puisque là c'est vraiment une recommandation pour l'ensemble des cathéters chez l'adulte, avec une seringue remplie d'un volume de 10 millilitres et avec comme produit du chlorure de sodium stérile injectable à 0,9%. Donc les résultats, que ce soit au niveau national ou au niveau de votre région, hein, donc à gauche, c'est les résultats nationaux et à droite, c'est les résultats pour votre région. Vous voyez que dans, pareil, 9 cas sur 10, eh bien, la capacité de la seringue est conforme aux recommandations. La solution, c'est bien du chlorure de sodium qui est utilisé. Le petit point qui diffère pour votre région par rapport au niveau national, c'est que les seringues pré-remplies ne sont pas encore largement utilisées dans votre région, dans 30% des observations qui ont été réalisées. Néanmoins,
les poches qui sont utilisées pour remplir les seringues que les professionnels vont préparer, eh bien, ce sont bien des poches monodoses pour la région Normandie. Et donc ça, c'est un point fort pour votre région. Et ces seringues sont vraiment préparées au plus proche du rinçage de façon extemporanée. Donc ça aussi, c'est très très bien. Donc la technique qui est recommandée, c'est de réaliser des poussées successives. Ça, c'est réalisé, vous voyez, dans 8 cas sur 10 dans votre région comme au niveau national. Et le nombre médian de poussées réalisées, il est de 3. Ce que l'on a pu noter au niveau national avec l'ensemble des observations, c'est que ce rinçage pulsé, eh bien, il est moins souvent réalisé pour les rinçages pour les cathéters veineux périphériques que pour les cathéters centraux ou les midline avec prolongateur intégré. Ensuite, l'élimination de la seringue ou de la poche qui a été utilisée pour préparer cette seringue, c'est aussi une des recommandations, c'est qu'elle soit éliminée directement et qu'elle ne soit pas conservée, ces seringues. Eh bien, là encore, l'élimination des seringues, qu'elles soient pré-remplies ou préparées, elle est effectuée dans 9 cas sur 10, donc ce qui est un point fort. L'élimination de l'ampoule utilisée pour préparer la seringue, là, c'est un petit peu moins fréquent. L'élimination immédiate, c'est dans 8 cas sur 10. Ce qui a été observé au niveau national, c'est que l'élimination directe de la seringue, elle est moins fréquente quand les professionnels utilisent des seringues de gros volume. Donc ça, c'est peut-être un point de vigilance et à rappeler peut-être au cours de vos formations, d'utiliser des seringues bien finalement de 10 millilitres, puisque c'est le volume qui est recommandé d'injecter. Donc après, comme il n'y en a plus dans la seringue, on l'élimine directement. Voilà pour l'état des lieux du rinçage pulsé. Donc, merci pour avoir participé à cet état des lieux. Ça nous permet de commencer à voir les points où il va falloir peut-être travailler pour faire des outils pédagogiques adaptés aux écarts. Alors, on va voir assez brièvement, mais quand même, c'est toujours de façon synthétique, les nouveautés du programme 2026. En fait, vous savez, on garde toujours un peu la même organisation chaque année. Donc, pour ceux qui sont habitués, il n'y a pas beaucoup de changements. Néanmoins, quand même, et ça, c'était une demande vraiment forte exprimée par les hygiénistes qui ont été interrogés dans le cadre du groupe Success Piadi. Il y avait un volet qui manquait, et c'est vrai que, et puis par le groupe technique tout court Spiadi, qui se réunit et qui aide l'équipe Spiadi à choisir le programme et les améliorations à faire du programme Spiadi qui vous est proposé, c'était d'ajouter un volet analyse des causes. Donc, pour le coup, ça y est, maintenant il y a 4 volets au lieu de 3. Et bien sûr, vous êtes encouragé à participer à l'ensemble de ces volets parce que ça a un sens et c'est ce qui fait que ça marchera. Disons que l'impact de vos actions sera plus important, mais bien sûr, on sait très bien que c'est pas facile. Et en tout cas, on vous encourage à participer, quoi qu'il en soit, à au moins un des volets chaque année. Le volet nouveau, l'analyse des causes, il est vraiment soutenu à la fois par la stratégie, comme les autres, mais aussi par la HAS, avec en particulier une mise en exergue de l'intérêt de l'analyse des causes dans la politique de prévention du risque infectieux dans les établissements de santé. Donc, vous avez sur le site, voilà, vous trouvez maintenant les 4 boutons surveillance, observation pratique, analyse des causes et formation. Au niveau du programme, c'est plus vraiment le point d'entrée unique sur lesquels vous pouvez aller pour aller vous diriger et aller chercher des outils respectifs qui sont nécessaires à la participation à chacun de ces volets. Alors, pour la surveillance, il y a vraiment très, très peu de changements. Là, vous avez les dates qui sont rappelées sur cette diapositive. On a eu une actu le 8 janvier
que vous pouvez podcaster où vous retrouvez en détail un petit peu l'argumentaire, surtout de pourquoi c'est important de faire de la surveillance et de ne pas faire que de la surveillance, de faire le plus efficace, de façon le plus efficiente possible, surtout avec Baghdadi. Ensuite, les observations pratiques. Donc là, il y a quand même un petit peu de nouveauté. Vous savez qu'il y a, donc Anne-Sophie vient de le dire, il y a le champ pulsé évidemment qui reste maintenant dans les grilles, mais par contre il y a eu un peu de nettoyage des grilles. Pareil, une actu qui a été faite le 5 février que vous pouvez aussi aller revoir pour voir en particulier là aussi tout ce qui peut être facteur important pour lancer un programme. Il y a quand même dans l'évaluation pratique évidemment des difficultés des hygiénistes à aller sur le terrain, observer leurs collègues et tout ça. Donc bon, il y a des astuces, il y a des choses qu'il faut faire de façon pratico-pratique qui peut vous être amené dans cette actu. Il y a surtout une grille de plus, on va voir. Donc, c'est à faire donc, des observations. Donc, je vous disais, une amélioration, pardon, par rapport à des simplifications qui ont eu lieu par rapport à l'éco-guidage. L'éco-guidage, c'est au niveau de l'entretien de la sonde. On va vous demander quel entretien est fait avant de débuter le soin et à la fin du soin. Voilà. Et donc après, là, c'est une nouvelle fiche, la fiche P5. Donc c'est une fiche concernant la préparation du site de pose sur fistule artério-veineuse ou Gore-Tex, donc qui a été validée par le groupe technique dialyse et que vous pouvez retrouver également avec les autres fiches. Ça, c'était une demande vraiment des services spécialisés de dialyse d'avoir une fiche adaptée à une pratique, bien sûr, qui est très fréquente dans les services. Donc voilà pour les grandes modifications qui portent sur donc la surveillance et sur Observacat. Maintenant, Anne-Sophie va présenter brièvement SPY4. Donc SPY4, c'est un nouvel outil d'observation des pratiques. Notre objectif avec cette étude, c'est d'obtenir la prévalence du port des cathéters dans vos services et aussi d'obtenir l'utilisation en particulier des midlines et des cathéters veineux périphériques courts dans les services. Vous avez vu avec les résultats de la surveillance on observe une augmentation de l'incidence des bactériémies liées aux midlines. Et donc, on se pose la question de savoir est-ce que c'est parce qu'ils sont de plus en plus utilisés ou est-ce que ça peut être aussi en lien avec une utilisation de ces cathéters qui n'est pas finalement adaptée au type de cathéter périphérique. Voilà, donc cette étude, elle a pour objectif de définir la prévalence du port des cathéters dans les établissements de santé et pour les midlines en priorité, de décrire leur utilisation, la traçabilité depuis la pose à la surveillance et étudier également la pertinence de leur maintien. Voilà, donc ça c'est au départ pour les midlines et cette étude, vous pouvez également la réaliser pour les cathéters veineux périphériques courts. Donc, elle est à destination de tous les services, peu importe la discipline. Il va falloir obtenir l'exposition des patients du service à tous les cathéters. Ensuite, renseigner l'utilisation des midlines et de façon optionnelle, l'utilisation des cathéters veineux périphériques courts. Donc, c'est une enquête qui a réalisé un jour donné dans vos services. C'est vous qui les choisissez. C'est à réaliser entre le 1er janvier et le 15 juillet. La saisie des données se fera sur le site directement, comme pour Observacat. Et bien sûr, on analysera et on vous présentera les résultats à la journée nationale le 13 octobre. Donc, il y a 2 fiches, une fiche patient et puis ensuite une fiche cathéter, une pour les midlines et une optionnelle pour les CVP courts. Vous n'avez pas besoin de définir les services dans lesquels vous faites l'enquête à l'inscription. Il s'agit juste de vous inscrire, comme ça vous recevrez des mails peut-être un petit peu plus, qui vous seront destinés, qu'on n'envoie pas forcément à tout le monde, mais vous n'avez pas besoin au début
de dire dans quel service vous allez faire l'enquête. Aujourd'hui, il y a 57 établissements qui sont inscrits. On espère qu'il y en ait encore plus. Donc là, rapidement, ici, on vous présente la fiche patient, donc qui sera à remplir là pour tous les patients présents à 9 h dans le service le jour de l'enquête. Donc, on va vous demander de renseigner quelques données, la date de naissance, la date d'entrée du patient dans le service, son sexe, si il a un cancer, s'il est immunodéprimé, et puis surtout, donc, les cathéters qu'il porte ce jour-là. Et donc là, il faudra renseigner tous les cathéters. La deuxième fiche, donc c'est la deuxième partie de la fiche, c'est la partie cathéter, donc qui est obligatoire pour les midline et optionnelle pour les cathéters veineux périphériques. Donc on va vous demander de renseigner pour les patients qui seront porteurs d'un midline, eh bien si la traçabilité de la pose, vous l'avez retrouvée dans le dossier, si vous avez retrouvé le nom du poseur, sa catégorie professionnelle et la date de pose. Il faudra aussi rechercher si bien la pose du midline, oui c'est ça, elle était justifiée, donc si la voie veineuse en fait elle était bien nécessaire, hein, et puis quelle était la durée prévisionnelle du traitement au moment de la pose. Également si il y avait une difficulté d'accès veineux au moment de la pose. On vous demandera également de renseigner donc les traitements qui ont été administrés depuis la pause et notamment surtout de rechercher s'il y a eu l'administration de solutions irritantes. Donc il y a une liste de solutions irritantes que vous pouvez retrouver dans le guide et donc il faudra renseigner si eh bien, ce type de traitement a été perfusé. Oui, vous n'avez pas à renseigner tous les traitements qui passent sur le cathéter. Vous avez juste à essayer de retrouver, dans la mesure de ce que vous pouvez, hein, mais vous devez essayer d'être accompagné par quelqu'un qui est du service, évidemment, et qui vous facilitera ce travail. Si toutefois, parce que ça, c'est un facteur de risque d'infection, si toutefois, par ce cathéter, il a été passé des solutions, des perfusions qui n'auraient pas dû être transfusé sur ce midline. Et enfin, la dernière partie va concerner la surveillance clinique du cathéter. Est-ce qu'elle est tracée? Est-ce qu'elle est réalisée? Et enfin, eh bien, la surveillance du maintien du cathéter, la justification du maintien du cathéter le jour de l'enquête. Est-ce que eh bien, ce cathéter, il était encore nécessaire, pertinent le jour de l'enquête? Et donc, pareil, vous avez les critères de la pertinence du maintien du cathéter et donc on vous demande de l'évaluer le jour J. Voilà pour SPY-4. Voilà, donc ça c'est l'étude, on va dire. Alors SPY-4, normalement, c'est l'étude annuelle, hein, donc normalement, c'était quelque chose qui ne doit pas se reproduire, mais il est vraisemblable quand même que cette étude restera parce que là encore, dans l'étude de Success Piadi, il est remonté le besoin de certains hygiénistes d'aller plus loin, d'aller travailler justement la pertinence du maintien, l'utilisation des cathéters. Donc là, SPY-4, c'est un peu le galop d'essai approprié au cathéter périphérique, mais on peut très bien imaginer que dans les années qui viendront, on étendra, si ça se passe bien, l'outil SPY-4 aux autres cathéters, en fait, hein, finalement, pour répondre à ce besoin d'aller étudier la pertinence du maintien, la traçabilité de la surveillance quotidienne, qui sont des problèmes, enfin, qui sont des choses qui sont dans le champ de ce qu'on peut essayer d'améliorer quand on cherche à éviter des infections. Alors, donc, le dernier volet, c'est Baticose. Baticose, donc, pour l'analyse des causes d'une bactériémie associée à un dispositif intravasculaire. On n'a pas réussi à trouver mieux comme nom. Mais bon, voilà, c'est Baticose. Les dates clés, c'est ça. Donc, l'idée, c'est un outil qui est à disposition tout le temps. C'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser dès maintenant et vous pourrez l'utiliser tout le temps. Donc bientôt, il y aura sur le site de quoi saisir votre fiche et d'obtenir le rapport
le rapport de votre document, hein, en point doc que vous pourrez utiliser comme un compte-rendu. Ça, c'est pas encore, c'est pas encore livré, mais d'ores et déjà, vous pouvez utiliser les documents pour faciliter votre analyse des causes. Et ça restera. Ça évoluera certainement. Il doit y avoir des coquilles, ça sera enrichi au fil des années, mais ça restera. Par contre, ça va vous apporter, vous, des choses donc au niveau local, et ça restera toujours, et ça restera utilisable toute l'année. Par contre, nous, l'équipe Stiadi, on a envie de faire une analyse annuelle des analyses de causes, en fait, de faire une synthèse. Donc, du coup, eh bien, on va, comme pour le reste, on vous présentera en octobre le résultat de cette synthèse. Donc, du coup, toutes les analyses de causes qui seront saisies avant le 31 juillet rentreront dans l'analyse de l'année. Si vous faites une analyse de cause en novembre et que vous la rentrez en novembre, eh bien, elle sera analysée l'année d'après. Enfin, elle sera dans le rapport annuel des analyses de cause l'année d'après. Mais vous aurez le résultat, bien sûr, en temps réel au niveau de votre espace sécurisé. Donc voilà donc il y a un document qui pour l'instant est un guide qui comprend la fiche. Tu peux augmenter. Donc voilà, les analyses, c'est ce que je viens de dire, hein. Donc d'une part des choses qui vont être faites au niveau local. Alors il faut savoir que c'est vraiment une déclinaison vraiment le plus possible collée au document de la HAS, hein, parce qu'il était vraiment super ce document HAS. Donc bien sûr, c'est le squelette, c'est le document HAS, mais il est complètement dédié et il est là pour vous aider à avoir toutes les questions que vous auriez pu vous poser dans une analyse de cause de bactériémie liée à un cathéter. Donc, 5 étapes, on s'inscrit avec cause. Donc là, actuellement, il y a à peu près encore une soixantaine d'établissements qui sont inscrits. Et puis ensuite, eh bien, soit au cours de la surveillance, soit si vous ne faites pas la surveillance qui a dit par le signalement interne dans votre établissement, vous avez une bactériémie liée à un cathéter et vous avez envie de faire une analyse de cause. Donc, participer à Badicause n'oblige pas à faire une analyse de cause sur toutes vos bactériémies liées à un cathéter. C'est vous qui restez complètement les maîtres du jeu. Vous choisissez, vous faites là où vous pensez que c'est utile et que c'est nécessaire. Et on vous encourage, là, pour le coup, si vous décidez de faire une analyse de cause d'une bactériémie liée à un cathéter, eh ben, à utiliser cet outil. Une fiche qui va être utilisable, à notre avis, en 2 temps. D'abord, dans la préparation de la réunion, parce qu'elle va guider votre préparation. Elle va lors du pré-remplissage de la fiche, eh bien, vous allez déjà commencer à avoir solidement votre ossature de réunion qui va se dessiner finalement. Et puis, bien sûr, pendant la réunion, où là, vous allez compléter avec toutes les personnes qui sont invitées à la réunion pour arriver à cette analyse collégiale des causes de votre bactériémie. Et puis ensuite, bah, vous pourrez le faire déjà au moment de la pré-réunion quand c'est bien ouvert. Hein, encore une fois, ce n'est pas encore ouvert. Mais vous pourrez avoir, une fois que vous aurez saisi votre fiche, ce qui sera bien pour nous au niveau national, parce qu'elle rentrera dans les analyses de causes qui seront analysées au niveau national, mais surtout, vous aurez, à la fin de votre saisie, un compte-rendu en point doc que vous pourrez amender, modifier comme vous voulez, mais qui vous reprendra tout ce que vous avez coché en fait hein, dans votre analyse de cause sur les fiches. Il y a donc toutes les bactériémies, tous les établissements, tous les secteurs, toutes les disciplines sont concernés. C'est à vous de choisir. Le point important, surtout pour ne pas effrayer ce soir, on ne cherche pas du tout à avoir l'exhaustivité. Donc, vous faites, si vous avez 4 bactéries liées à un cathéter et que vous voulez faire qu'une analyse de cause, bien entendu, c'est très bien et vous pourrez n'en faire qu'une. La participation à Badicause, elle sera du fait qu'il y aura une fiche au moins par établissement par an saisie sur votre serveur sécurisé. Comment on rentre dans Badicause? L'idée, c'est d'être sûr d'avoir une bactériémie liée à un cathéter qui est acquis dans votre établissement. Ça ne sert à rien de faire, enfin, ça sert à rien.
Dans un monde parfait, c'est certainement très bien, mais à ce moment-là, il faudrait faire l'analyse de cause avec des gens d'un autre établissement. Non, là, vous allez en priorité travailler sur une bactériémie qui a survenu dans votre établissement. Donc, l'idée, ça va. Alors, ceux qui font la surveillance, ils sont habitués. Ceux qui ne sont pas habitués à la surveillance des bactériémies au cathéter, un peu moins. Donc là, vous avez dans le guide tout le cheminement qui part évidemment des hémocultures positives et puis qui petit à petit, on exclut les contaminations, on exclut le communautaire, on exclut ce qui n'est pas acquis dans l'établissement et finalement, on tombe sur les bactériémies liées à cathéter acquises dans l'établissement, tout type de cathéter. Là, on vous ouvre une fiche. Alors là, il y a deux versions de la fiche. Si vous avez une fiche, si vous avez une bactériémie liée à cathéter central, ben, ce sera la fiche adaptée. Si c'est un bactériémie lié à cathéter veinopériphérique, ben, ça sera l'autre. Les deux sont à la suite dans le guide. Elles sont toutes constituées par le même 6 parties, mais c'est de temps en temps, il y a des parties qui sont spécifiques. C'est pour ça pour simplifier, on a fait deux fiches. Donc, la partie administrative, là, c'est globalement la réunion. Qu'est-ce qu'il y a à la réunion? Une partie clinique, c'est quel est le patient, le contexte du séjour, le contexte de... C'est là qu'on décrit comment la bactériémie est survenue, qu'est-ce qui a précédé, est-ce qu'il y a eu des manipulations cathéter, est-ce qu'il y a eu des changements de ligne, etc. On reconstitue vraiment la survenue de la bactériémie et puis après, on se met à chercher les causes. Les causes immédiates, c'est vraiment les pratiques, le terrain. Les causes profondes, c'est plus l'organisation de l'établissement, tout ce qui est mis en place pour que normalement, il y ait la prévention, la politique de qualité des soins. Et il y a un plan d'action qui vous sera donné. Voilà, à la fin. Ça, c'est cool. C'est vraiment, on ira jusqu'au bout. Alors, c'est pas encore fait, hein, encore une fois, ça va falloir être un petit peu patient. Mais l'idée, c'est qu'à la fin, en plus du compte rendu, vous soit donné ce qui découlera d'un plan d'action type, en fait, enfin, ce qui constituera un plan d'action type, mais ce qui découlera de tout ce que vous aurez obtenu comme information dans votre réunion. Donc, les deux versions, je l'ai déjà dit. Donc, voilà. Donc, on espère que cet outil, vous l'approprierez. Surtout, n'hésitez pas, et ce sera surtout après, je pense dans quelques mois, vous nous direz ce que vous en pensez. Et puis, il y aura certainement des choses qu'on aura oubliées, des questions qui pourront être ajoutées. En tout cas, là, les garçons travailleront à ce que quand vous allez la saisir, en fonction du type de cathéter, que les volets s'ouvrent pas. L'idée, c'est quand aussi vous allez chercher les causes, vous allez chercher des causes connues, fréquentes, qui sont liées à la survenue des bactériémies à cathéter. On ne va pas vous demander, bien sûr, de tout aller regarder concernant les cathéters dans les services. Imaginons, par exemple, que vous avez une bactériémie précoce. Ça va être très vite vu en fonction de ce que vous remplissez au départ. Eh bien, on va vous diriger tout de suite vers l'analyse de ce qui se passe au moment de la pause. On va aller voir les incidents au moment de la pause et ce qui entoure la pause. Si au contraire, c'est une bactériémie tardive et au hasard, par exemple, sur une CCI, eh bien, on va vous diriger vers plutôt tout de suite la pose d'aiguilles, les pansements, etc. Donc, c'est fait quand même pour essayer de vous faciliter vraiment au maximum le travail et en faisant que vous n'avez pas à revoir toutes les questions qu'elles vous êtes proposées comme des choses qui pourront vous être, que vous serez amené à discuter en réunion collégiale quand vous serez entouré. Donc voilà pour Badicode, en espérant que vous y trouverez ce qu'on a voulu y mettre. Alors, le dernier volet, c'est le volet formation. Nathalie en a parlé un petit peu en début de présentation. Donc, en 2025, Spiadi a mené un groupe de travail patient partenaire particulier pour améliorer l'engagement du patient dans la prévention du risque infectieux sur les PICC lines.
Donc, c'était un groupe qui comprenait 24 personnes, dont des patients dans le groupe. Et on a pu donc réaliser un outil. Donc là, vous avez un visuel un peu en exclusivité, hein, la version colorisée et qui est actuellement en test auprès des patients. Donc cet outil, il comprend les notions, les mots-clés qui sont ressortis des entretiens que nous avons réalisés cet été auprès de patients avec la psychologue clinicienne qu'on a eue pendant quelques mois avec nous. Et donc, il est en test. On souhaite aussi faire des entretiens avec des professionnels pour avoir leur approbation de l'outil, parce que c'est eux qui présenteront cet outil auprès des patients. Donc, on aimerait avoir également leur avis. Et on présentera l'outil définitif lors de la 8e journée nationale SPIADI en octobre prochain. Oui, ce que Mathilde dit pas, c'est que c'est un peu que ça va être un peu comme un passeport en fait. Enfin, c'est un triptyque, donc ça va se plier. Donc là, vous avez le recto et le verso, et ça va se plier avec, vous voyez, pas à pas avec mon pic, ça va être le devant et le derrière, ça va être Le derrière, ce sera le retrait, le moment du retrait et les coordonnées voilà, des les personnes coordonnées à appeler en cas de besoin. Alors, ça a une taille passeport, en principe, hein, ça va être quelque chose qui va être voué. Et puis, vous voyez une sorte de chemin là qui veut schématiser la vie du pic. Donc, on part de avant l'avoir, la pause, les manifs. Voilà. Enfin, ça chemine comme ça, avec vraiment des choses qui ont vraiment été faites avec les patients pour répondre à leurs demandes à la fois d'information, mais de simplicité dans les propos, tout en étant juste, hein. Donc c'était quand même un sacré challenge. On espère. L'idée, ça serait de le présenter vraiment en vrai, hein, que vous l'ayez en vrai pour ceux qui viendront en octobre à la journée, de vous en donner des exemples vraiment Voilà, pour pouvoir. vrai, quoi. Oui. Ça fait du virtuel. Effectivement, c'était une demande des patients d'avoir un petit format pour pouvoir le ranger facilement dans le portefeuille. Et voilà, avec une première page très visuelle qui puisse tout de suite identifier, se repérer en disant, ben voilà, ça c'est mon document concernant mon PIC. Donc voilà. Ensuite, nous vous proposons les Actus Piadi. Donc, les Actus Piadi, c'est une fois par mois. Elles ont lieu le jeudi de 14h à 15h. Et les différents thèmes sont proposés. Vous pouvez retrouver les dates sur le site Spiadi dans l'onglet Actus Spiadi. La prochaine aura lieu le 2 avril et elle concernera les manipulations proximales et distales, donc comprendre pour mieux les appliquer. Voilà, on vous donne donc rendez-vous le 2 avril. Ensuite, dernièrement, nous avons proposé trois affiches qui reprennent très synthétiquement les recommandations pour la prévention du risque infectieux associé au cathéter. Donc, il y en a trois. Une première concernant les cathéters centraux, une deuxième, les midline, et une troisième, les cathéters veineux périphériques courts. Et on voit bien, donc, elles se suivent, hein. On voit bien que pour les cathéters centraux, les mesures sont plus importantes. Donc, vous avez la tenue de l'opérateur, quelle préparation cutanée il y a. Il y a tous les gestes, hein. Il y a la pose, la réfection du pansement, les manipulations. Et ces affiches, vous pouvez les télécharger sur notre site dans l'onglet Outils, puis support de formation. Donc, n'hésitez pas à les télécharger, à les utiliser pour vos formations. Et elles peuvent être imprimées et affichées dans une salle de soins. Elles sont très synthétiques. Elles résument vraiment très synthétiquement les recommandations. Donc, et elles gagnent à être affichées les unes à côté des autres parce qu'on voit bien enfin on a voulu en tout cas montrer le gradient de risque infectieux associé au geste en partant complètement à gauche de la pose d'un cathéter central et en finissant par une manipulation de ligne sur un CVP court.
Et vous avez comme ça ce dégradé de rose là qui veut schématiser le dégradé de risque infectieux associé au MANIP et du coup qui en creux explique un peu la hiérarchisation du degré des mesures d'asepsie en particulier sur ces affiches. Donc en tout cas, on vous encourage à les utiliser sans limite, hein. Et donc, on en a pas mal parlé pendant cette intervention. La journée nationale Spiadi, la 8e, aura lieu à Tours le 13 octobre prochain. Donc, vous allez recevoir prochainement le programme. Le matin, donc, vous retrouvez les résultats de la surveillance, les observations de pratique, SPY 4. Il y aura d'autres intervenants. Et l'après-midi, c'est consacré essentiellement au retour d'expérience. Donc ça, c'est un moment très, très sympa, vraiment un temps d'échange très important. Donc retenez bien la date, le 13 octobre, c'est un mardi, si je ne me trompe pas. Voilà, oui, c'est un mardi, c'est bien ça. Donc, on a terminé notre présentation. Si vous avez des questions, on reste à votre écoute. Il y en a une qui commence. En tout cas, il y en a une qui porte sur l'intérêt à continuer à surveiller dans Bactadi les bactériémies qui ne sont pas liées à une porte d'entrée cathéter. Alors, oui, certes, ça fait des fiches en plus, mais c'est vrai que c'est difficile. Alors, d'abord, le protocole que l'on utilise dans Bactadi, c'est une version du protocole européen, hein, simplifié de surveillance des bactériémies, et que pour arriver en fait à décider d'une porte d'entrée cathéter, il faut s'être posé la question de la porte d'entrée tout court. Et donc, bon, c'est ce qui certainement est plus long. Alors, c'est vrai que ça permet quand même d'avoir, comment dire, de façon pas chère, une description de tous les patients bactériémiques, quelle que soit la porte d'entrée. Parce que si on n'avait que les fiches des patients bactériémiques liés à un cathéter, d'abord, on n'aurait pas les bactériémies sans porte d'entrée retrouvées chez les porteurs de cathéter, que ce sont des bactériémies liées au cathéter pour les Américains, mais pas pour les Européens. Donc, c'est pour ça qu'en fait, on a gardé ça. Alors, c'est vrai que moi, ce que je vous encouragerais à faire, c'est plutôt que de, effectivement, vous épuiser à remplir beaucoup de fiches, peut-être concentrer votre surveillance sur les services où il y a le plus de cathéters ou le plus de bactériémies liées au cathéter et ne surveiller que dans ces services-là. Et qui sont les services de réanimation, les services d'hémato-onco, les services de médecine, et après les services de chirurgie, et surtout pas aller les faire ailleurs. Si vous avez, si vous avez ce manque de temps. Pour ce qui concerne le nombre de pauses de pic et de midline posées sur l'année, en fait, c'est une question évidemment qu'on s'est posée, mais de plus en plus, les établissements ont une variété, disons que les bactériémies liées au pickline et liées au midline, même si elles sont acquises dans l'établissement, ne sont pas forcément liées à des dispositifs qui sont posés dans l'établissement. En fait, ce sont des dispositifs qui sont posés de façon très, très variable. Donc, c'est assez difficile pour les hygiénistes de récupérer les données complètes et surtout de les relier à quelque chose qui correspond. Si vous voulez, vous allez avoir des établissements qui vont poser énormément de dispositifs, mais qui n'ont pas les bactériémies, parce que les patients, en fait, ils vont ailleurs avec leur pickline et leur midline. Et puis, vous allez avoir l'inverse. Vous allez avoir des établissements qui ont beaucoup de patients avec ces dispositifs, mais qui n'en posent pas. Et puis après, vous avez tout le continuum de toutes les variétés possibles, en fait. C'est très peu, c'est des cathéters qui sont, contrairement aux chambres implantées, qui sont posés un peu partout. Et surtout de façon différente en fonction des établissements. Donc, c'est pas facile, en fait. On se pose évidemment ce problème, parce qu'on aimerait bien avoir l'exposition.
Mais alors Sky4 ne va pas répondre à ça, hein, malheureusement. On va seulement avoir la prévalence du portage. Mais pour l'instant, on n'arrive pas à arriver à une façon de compter, de mesurer bien l'exposition au cathéter sans faire une surveillance patient-based, qui est hors de question pour la plupart d'entre eux. Oui, notamment, et en particulier, vous avez raison de le souligner, en particulier ces équipes d'accès vasculaire spécialisées, et c'est très bien, certainement, sont des équipes qui se mettent en place un peu partout, et justement, qui peuvent sous-traiter en fait la pose à des établissements qui, eux, ne vont plus du tout poser les cathéters. Donc, ils n'auront pas, l'hygiéniste n'aura pas accès au dénominateur. Donc, c'est une question très intéressante et très difficile à la fois, qu'on essaye petit à petit de travailler, parce que ce qu'on veut, c'est faire des choses faisables, en fait. Donc, on ne veut de vous demander que des choses relativement faisables. Et du coup, bah, voilà, actuellement, c'est difficile. Mais ça nous manque, hein, effectivement, l'exposition. Voilà, en tout cas, on espère avoir répondu un peu à vos questions. Ben, il n'y a pas beaucoup de questions, France, Merci. dis-moi. Il y a une main levée, donc on va peut-être... Ah, oui. Donc, Marie-Laure Genoux-Lubin. Donc, Oui, bonjour. Centre hospitalier du Cotentin. Actuellement, nous travaillons au référencement des seringues de NaCl en 10 millilitres pré-remplies pour faire le rinçage pulsé. Et on se heurte aux indications. Est-ce que dans la majorité des cas, 10 millilitres peuvent suffire, sauf certaines indications suite à une transfusion ou des liquides de chimiothérapie épais, ou est-ce que 10 millilitres, c'est trop peu? Alors, dans les dernières recommandations justement de la SFDH, il y a un avis qui date de juin 2024. Ils indiquent que maintenant 10 millilitres suffit pour tout en fait, même après une prise de sang. Même après une prise de sang. Oui, maintenant c'est... Après une transfusion, est-ce qu'il y a un bémol ou pas? Non, c'est noté vraiment. Voilà, maintenant ils considèrent que 10 millilitres, c'est suffisant. Voilà, c'est bien ce qu'on avait compris, mais merci. Je vous en prie. Merci beaucoup. Le plus important, c'est vraiment faire le rinçage pulsé, donc ces poussées successives en fait. je ne vois pas d'autres mains levées. Est-ce qu'il y aurait... je vais vérifier dans le chat, mais je ne crois pas avoir vu non plus d'autres questions par écrit, ni par oral. Alors, Marie-Laure, à nouveau, est-ce que c'est une nouvelle main ou est-ce que c'est l'ancienne main? Oui, une nouvelle main, on se posait la question. Donc, ça suffit bien 10 millilitres pour une chambre implantable aussi. Oui, c'est vraiment noté que 10 millilitres pour tout en fait. Hein. Merci beaucoup. De rien. Donc, oui, précision par rapport à la question précédente. Je fais le tour non pas de table, mais de l'écran. S'il y a... Je vais directement aux indications. Bien, bah, je crois que s'il n'y a pas d'autres questions, on va clôturer cette session. En tout cas, merci à nouveau à l'équipe de la SPIADI pour cette présentation, ces présentations très claires et qui sont très intéressantes pour les perspectives et puis les pistes d'amélioration que ça donne pour les équipes localement comme toujours. Donc, merci vraiment beaucoup. Le diaporama et le replay seront mis à disposition sur le site. Et comme ça permettra soit de le revisionner, soit pour ceux qui n'ont pas pu le voir, de le voir ultérieurement.